un autre petit tips que moi je fais, c'est parfois juste avant de sortir de l'eau, je fais un petit crochet pour laisser de l'eau glisser dans ma combi. Et ça fait un genre de film, et là ça sort tout seul. Tchac, tchac. Ok, donc pendant que tu... Donc juste avant, j'arrive, les derniers mouvements de l'eau, je fais ça, avant de me soulever, et je fais rentrer l'eau, et ça glisse partout dans ma combi, et alors là ça sort tout seul. Vous pouvez tester par exemple en piscine. Vous allez voir la différence de quelqu'un qui fait ça, qui fait le petit crochet pour laisser rentrer l'eau, et quelqu'un qui sort tout simplement comme ça. Mais c'est sûr que, imaginons qu'on a un parc à vélo qui est très loin et qu'il faut courir beaucoup, on pourrait imaginer effectivement de peut-être sortir plus longtemps, parce que c'est vrai que le plus qu'on court, le plus l'eau sort, le plus dur que c'est d'enlever sa combi. Donc ça aussi, c'est un peu la réalité à trouver. Ouais, c'est ça. Cet épisode et cette saison vous est proposé par mon partenaire Urban Trisport. Urban Trisport, c'est un spécialiste en physique et en ligne de l'univers du triathlon. Vous pouvez y retrouver un large choix de chaussures de running, de cyclisme, une large gamme de nutrition avec différentes marques et différents produits, ou alors par exemple les derniers casques aéro qui vous permettront d'aller encore plus vite sur votre prochaine course. Urban Trisport, c'est vraiment une équipe qui sera capable de vous conseiller, mais aussi de vous accompagner dans vos problématiques, comme par exemple avec de la location de combinaisons ou alors de valises vélo pour aller faire le voyage et la course de vos rêves à l'autre bout du monde. Vous pouvez retrouver directement en lien de ce podcast le site internet pour découvrir leur univers, et je vous dis une très bonne écoute. Salut à tous, on va faire un épisode sur les transitions T1, T2, c'est quoi, pourquoi, comment, et surtout, j'ai l'honneur de recevoir Claire Michel pour ce podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Merci beaucoup déjà de m'avoir invité ici pour parler des transitions. Donc, je m'appelle Claire Michel, je suis triathlète belge, j'ai participé à 3 Jeux olympiques à Rio, à Tokyo et à Paris. Depuis très peu, depuis le 1er janvier ici 2025, j'ai pris ma retraite. Donc voilà, maintenant ce sera un passage, on va dire, d'informations par rapport à les expériences que j'ai eues dans les derniers 12-15 années dans le triathlon. Bon, ouais, trop cool, on a vraiment de la chance de t'avoir et c'est un honneur parce que c'est vrai que du coup le sport olympique, donc pour les gens qui nous rejoignent, c'est vraiment la distance. Du coup, on a eu le débat un petit peu en off sur ce sujet, mais du coup vraiment un sport où la transition a vraiment son importance. Le triathlon c'est un sport, mais vous ça vient vraiment s'inclure là-dedans. Pour commencer vraiment cet échange, pour qu'on comprenne pourquoi on a la chance de t'avoir et de comprendre ton amour du sport et là très récemment ta retraite justement sur cette partie-là. Quand est-ce que tu es arrivé dans ce sport-là ? Comment tu y arrives ? Est-ce que tu as toujours fait du triathlon pour te présenter un petit peu en tant qu'athlète avant ? Donc moi je suis venue assez tard sur le triathlon, j'avais 24 ans. Avant ça j'ai fait de l'athlétisme et de la natation. Parmi d'autres sports, quand on était jeune, je touchais un peu à tout. Mais en fait, donc comme j'ai dit, moi j'ai grandi aux États-Unis en fait, donc je suis un peu belgo-américaine, née à Bruxelles et j'ai grandi là-bas. Et quand j'ai fini mes études universitaires en 2011, je suis revenue en Belgique pour essayer de me qualifier pour les Jeux de Londres en athlétisme, en 3000 mètres steep, ce qui était un peu ma distance de prédilection à ce moment-là. Longue histoire courte, voilà, j'ai eu des blessures, j'ai mis fin un peu à ma carrière d'athlète en tant qu'athlète. J'ai commencé à travailler temps plein, mais pour des raisons surtout sociales, je me suis dit j'aime encore bien nager, j'aime bien courir, je vais rejoindre un club de triathlon, ce que j'ai fait ici à Bruxelles. Et grâce à eux, encore je passe des détails, mais ils m'ont prêté un vélo pour faire mon premier triathlon et j'ai adoré. Et de là, au fur et à mesure, ça s'est transformé en beaucoup plus qu'un hobby, en une vie. Voilà, j'ai repris un temps plein et au début, c'était travailler 4/5e, puis mi-temps. Et au fur et à mesure, j'ai fait vraiment le saut pour devenir professionnelle officiellement, en fait, en 2016, donc après la qualification de mes premiers Jeux. Mais en tout cas, les Jeux olympiques, c'est quelque chose qui est un rêve pour moi d'enfance. Et voilà, la petite anecdote qui est bien connue, peut-être parmi ceux qui me connaissent un peu, c'est moi j'ai trouvé quand j'avais 12 ans un bout de journal dans le garage avec une photo de ma mère qui nageait. Et je lui demande d'où vient cette photo et elle me dit ça vient des Jeux olympiques. Et moi je trouvais ça extraordinaire parce que c'était la première fois que j'ai fait un peu la distinction entre les super-héros que je voyais 4 fois par an à la télé et quelqu'un, pour moi, qui était une maman normale, qui travaillait, qui
qui nous amenait à nos activités, etc. Et je me dis, mais tiens, pourquoi pas moi? Et un peu ce rêve olympique, il est venu de ça. Et donc voilà, au début c'était en natation, après c'était en athlétisme. Okay. Et pour finir, je me suis dit, si je commence vraiment le triathlon, alors j'aimerais bien aller à Rio dans 4 ans. Et du coup, tu as mis combien de temps entre le début du triathlon et justement ces premières qualifications? Ça a été assez vite parce que j'ai eu mon premier vélo, donc mon premier triathlon en 2012. J'ai acheté mon premier vélo début 2013. Et comme je viens de dire, j'avais 24 ans, donc j'étais beaucoup plus âgée par rapport... mais la Fédération francophone de triathlon m'a accepté de venir en stage avec les jeunes, donc qui avaient 15-16 ans, mais ils m'ont appris énormément et c'est grâce à eux que j'ai un peu pu évoluer assez rapidement. J'ai fait 2-3 courses en Belgique, dont un championnat de Belgique, et après on s'est dit, la qualification pour les Jeux, ça commence toujours 2 ans avant. Ouais. Donc voilà, on était en 2013, j'ai fait quelques courses en Belgique, quelques Coupes d'Europe, et après très vite on a passé sur le circuit international, vraiment les Coupes du Monde et les World Series. Pour ceux qui ne savent pas un peu ce circuit non-drafting, ça c'est le plus haut niveau, les World Series, suivi par les Coupes du Monde, suivi par les Coupes continentales. C'est incroyable parce que du coup tu as ce rêve qui est en toi d'aller au JO, ce rêve malgré tout, et à un moment il s'arrête, et du coup sur la partie athlétisme, tu l'as toujours en tête un petit peu ou comment cette flamme, parce que là je pense qu'on pourrait partir, vous inquiétez pas, on va parler de transition. On pourrait vraiment partir sur ton histoire en tant qu'athlète, parce que justement je me dis comment ce rêve potentiellement il s'éteint, enfin tu vas nous donner les réponses, ensuite il se rallume, et c'est vrai qu'il y a cet aspect maternel où on a souvent cette notion de se dire quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui est pro dans son entourage, etc. Ça dédramatise un petit peu la situation et ça rend tout de suite ça accessible. Donc il y a différents sujets, mais comment ce rêve il revient et aujourd'hui tu as cette carrière? Je pense que ça part un peu d'un esprit... Quand j'ai retrouvé ce bout de journal avec cette photo de ma mère au jeu, pour moi, c'était vraiment un peu un moment de curiosité. Et cette curiosité, je pense, c'est quelque chose qui a alimenté beaucoup de mes objectifs. D'être curieuse assez, de savoir où sont mes limites, jusqu'où est-ce qu'on peut pousser ces limites. Et c'est un peu de... Il faut oser, d'une partie. Mais je pense qu'il faut aussi avoir cette curiosité qui alimente, jusqu'où est-ce que je peux y aller. Ouais. Je pense que, pas seulement dans le sport, mais que ce soit dans la vie professionnelle ou d'autres, on se met très souvent des limites avant même de commencer. On se dit, ah non, ça c'est pas pour moi. Aller aux Jeux Olympiques, ça c'est pour les extraterrestres, ceci, cela. C'est limitant à tous, quoi. Voilà, mais ça nous permet même pas de commencer un projet ou de lancer un projet. Tandis que si on commence... fur et à mesure, on dit « Ah tiens, en fait, je n'étais pas si mal en Coupe d'Europe. » De là, « Ah tiens, en fait, je pourrais passer la cape vers des Coupes du Monde. Ah tiens, peut-être que je pourrais quand même effectivement décrocher une qualification. » Et donc, c'est comme ça avec tout. On commence un nouveau business, ce sera pareil. Ouais, c'est là où c'est fort parce que justement la saison, elle a pour vocation à mettre les gens dans ce sport, dans ce mode de vie. On a eu différents échanges, différents podcasts avant qui mettent tout ça en place, qui nous expliquent tout ça. Toi, tu dis que finalement, tu as découvert ce sport. Certes, tu avais un certain niveau en athlétisme, en natation, mais il y a quand même... En fait, peu importe, j'ai envie de dire, le moment où on est, il y a quand même ce passage à l'action qui doit arriver, enlever les pensées limitantes. Par exemple, toi, aujourd'hui, tu maîtrises quand même 2 sports qui sont la natation et l'athlétisme. Comment tu abordes le vélo? Parce que j'imagine que quand tu vas nager avec tout le monde dans le club où tu arrives, c'est facile pour toi. Et là, tu vas quand même face à tes plus grandes peurs et à un niveau qui est plus faible. Comment tu abordes ce sport? Est-ce que c'est compliqué au début? Combien de temps tu mets à l'apprécier? Est-ce que tu l'apprécies déjà? Le sport en tel quel, oui, bien sûr, je l'apprécie. Mais c'est sûr qu'au tout début, en venant d'un passé d'athlétisme et de natation, rajouter le vélo, j'ai fait vraiment le classique où les pédales à clips, j'avais jamais fait. Tu arrives à un stop. Et tu tombes à côté parce que tu n'arrives pas à déclipser. C'est un peu le grand classique chez les nouveaux. Mais donc oui, tout le monde a un début. Ouais. Tout le monde a un début. Et ça, de là, je reviens un peu cet esprit de curiosité, de voir jusqu'à où est-ce qu'on peut y aller, que je trouve qui est quand même important et qui alimente aussi cette envie de voir, ok, qu'est-ce que je peux faire parce comment l'aborder, jusqu'où ça va aller, etc. Étape après étape. Et justement,
C'est assez drôle parce que et ça tombe bien que tu aies commencé par ces deux sports et ensuite le vélo, etc. sur ton histoire, parce que sur la partie vraiment transition, du coup, qu'on peut considérer parfois comme le 4e sport du triathlon, surtout sur des épreuves vraiment très dynamiques, très rapides, et tu nous expliqueras un petit peu les enjeux. Il y a la partie transition. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que ça signifie transition et expliquer brièvement un peu la première et la deuxième, quels sont les enjeux qui se cachent derrière, quoi. Ouais. Donc voilà, on va faire ça comme si quelqu'un qui écoute ne connaît rien du tout sur le triathlon. Donc on parle bien sûr de la natation, suivi du vélo, suivi de la course à pied. Donc la transition, bien sûr, c'est la jonction, on va dire, entre la natation jusqu'au vélo, ça c'est le T1. Du vélo jusqu'à la course à pied, ça c'est le T2, transition 2. Et en fait, moi je pense à ça vraiment comme du temps gratuit. Les gens passent énormément de temps à s'entraîner en natation, en vélo et en course à pied. Et bien sûr, dans le temps total de notre course, ça compte les transitions. Et donc en fait, se concentrer là-dessus, s'améliorer là-dessus, être le plus efficace possible là-dessus, c'est beaucoup plus facile de gagner 1 minute là que 1 minute en natation. Ça, en termes de travail, en termes de temps, voilà, ça c'est clair. Maintenant, je pense que entre les différentes distances de triathlon, qu'on parle du super sprint, le plus court c'est le plus important les transitions. Ouais. Ça, en gros, c'est simplifié. Quand on parle vraiment du tout long, le Ironman, on peut se permettre, entre guillemets, d'être un peu plus... de prendre un peu plus le temps, de bien s'assurer, par exemple, qu'on est prêt de faire cette transition vers un marathon, par exemple. Okay. De mettre des chaussettes, etc. Mais voilà, entre le plus court c'est, le plus il y a de l'importance, le plus long c'est, ça devient un peu plus chill. Et justement, si on doit imager la transition 1, donc tu nages, majoritairement ça va dépendre des conditions, tu as ta combinaison. Comment ça se passe réellement? Déjà la première action qui est vraiment le passage d'horizontale à vertical. Oui. Comment tu pourrais, quelqu'un qui a envie de se faire ce premier triathlon, comment il peut se détendre face à cette transition 1 sans aller chercher potentiellement 7 minutes à gagner, ça va venir au fur et à mesure, mais quelles sont ces étapes qu'il va devoir traverser justement sur cette T1? D'abord, avant de même parler spécifiquement du T1 ou de T2, je pense que préparer des bonnes transitions, ça commence déjà avant. Okay. C'est-à-dire qu'il faudrait bien connaître son matériel. Donc, par exemple, une combi de natation, c'est pas la première fois qu'on la met en course. C'est-à-dire qu'il faut quand même s'exercer à l'enlever, et à bien la mettre, etc. Ça va déjà enlever un peu de stress qu'on pourrait trouver le jour de la course. Même chose aussi, par exemple, on met souvent des élastiques dans les chaussures de course à pied. Ça aussi, c'est quelque chose à tester, qui sont bien ajustés, etc., qu'on puisse vite enfiler les chaussures directement. Donc, bien connaître son matériel. Si, imaginons qu'on a un port-dossard je parle maintenant des 70.3 et des Ironman. Donc, dans ces cas-là, il faut avoir un port-dossard très souvent. Donc, que c'est aussi quelque chose qui est bien ajusté à la taille. Voilà, ça, c'est des détails donc, par rapport à ce matériel où il faut faire attention déjà avant la course. Et souvent, la veille, je vais faire la distinction dans 2 parties. Donc, par rapport à les Ironman, donc tout ce qui est demi-distance, 70.3 et full, souvent la veille, il faut déjà aller déposer le matériel, etc. Donc, la première chose, c'est de pouvoir se situer dans le parc à vélo. S'il y a 3000... il faut bien savoir, parce qu'effectivement, quand on sort de l'eau ou quand on arrive en vélo, on peut être très désorienté par rapport à où est-ce que je suis dans ce parc à vélo avec 10 rangées. C'est énorme, etc. Donc, ça, c'est déjà de bien se situer. Où est-ce que je suis dans le parc à vélo? Ah oui, je suis bien à la 3e rangée. Je dois compter plus ou moins en trottinant, 20 pas. Et ce sera sur la gauche. Okay. Des choses comme ça, de pouvoir avoir des directions claires par rapport à déjà où se situe la place où je dois effectuer ma transition. Ça, c'est la première chose. Okay. Après, on peut rentrer dans des spécificités, bien sûr, par course. Et ça, ce sera aussi à voir. Il y a des courses où il y a parfois une transition 1 et une transition 2 qui ne sont pas au même endroit. Donc ça aussi, il faudrait bien situer à l'avance. Il y a une ligne chaque fois où on peut monter sur le vélo et descendre du vélo. Donc il faut toujours, quand on arrive pour la T2, donc descendre du vélo pour arriver pour la partie course à pied, il faut bien sûr descendre avant la ligne. Donc il faut bien savoir où est la ligne, parce que si on descend 150 mètres avant et après qu'on se retrouve à trottiner, c'est aussi du temps perdu.
Et bien sûr, quand on commence dans la T1, donc on sort après la natation pour commencer la partie vélo, il faut bien franchir après la ligne qu'on peut monter sur le vélo, pas le faire avant. Le petit carton. Voilà, un petit carton de pénalité. Encore du temps bêtement perdu. Donc ça, c'est un peu sur la partie générale. Maintenant, si on rentre plus dans la transition 1, donc par rapport à la natation, je dirais aussi que ça se prépare même avant la partie natation. Donc déjà, la combinaison, imaginons que c'est une natation qui est suffisamment froide où il faut nager avec combi. Là, par exemple, déjà bien mettre sa combi la permet de l'enlever plus facilement. Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'un espace entre les bras ou entre les jambes. La combi doit être bien remontée afin que, voilà, quand on l'enlève, que ça s'enlève facilement, qu'il n'y a pas, qu'on sort de l'eau, qu'on ne traîne pas des masses, 36 kilos, des masses d'eau avec. Ça arrive très régulièrement, hein, donc tu fais voilà. bien de préciser. Voilà, ça c'est la... Et ça, c'est peut-être... S'il y en a certains qui écoutent, qui travaillent pour une société qui fait des combis, ils vont peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais en tout cas, chez les professionnels, presque tout le monde coupe sa combi. On coupe au niveau des poignets et on coupe au niveau des chevilles. Il y a certaines marques, par exemple Aquaman, où ils sont déjà très hauts. Donc probablement ceux-là, par exemple, il ne faut pas les couper. Mais voilà, ça arrive si c'est fort serré au niveau des poignets ou fort serré au niveau des chevilles. C'est souvent là où ça cale. Quand on essaie de retirer le bras de la combi, on se retrouve facilement coincé au niveau du poignet. Pour ceux aussi qui aiment bien porter une montre, la montre doit être en dessous. Okay, donc toi, tu conseilles de la mettre en dessous. Voilà, la montre doit être en dessous de la combi. Ensuite, pour la retirer, donc déjà la couper à sa taille, ça c'est une chose. Deuxièmement, si on porte une montre, la mettre bien en dessous. Troisièmement, moi je trouve que l'huile de bébé marche très bien pour mettre autour des chevilles, encore une fois, sur l'intérieur et l'extérieur. Ok, donc l'intérieur de la combi, t'en mets aussi. Ouais, donc avant de rentrer dans l'eau, on remonte un peu la combi pour effectivement mettre de l'huile de bébé autour, idéalement avec un sachet, qu'on n'a pas d'huile de bébé partout sur les mains. Et ça sur les deux côtés. Donc comme ça, quand on la retire, en fait, ça glisse beaucoup plus facilement aussi pour sortir la main. Après, quand on sort de l'eau, effectivement, donc ça c'est déjà avant la natation, ça c'est tout préparé avant. Déjà, ça fait elle est bien mise, on a mis l'huile de bébé, on a mis la montre en dessous. Ok. Ensuite, quand on sort de l'eau et qu'on arrive effectivement de cette transition horizontale vers le vertical, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à sortir le bonnet et les lunettes d'abord. Mais alors, ça devient très compliqué pour aussi, avec les bonnes lunettes dans la main, sortir la tirette, bazar. Donc moi, je conseille toujours de simplement mettre les lunettes au-dessus, qu'on puisse voir un peu plus facilement. Et ensuite, la première chose à faire, c'est tirer fort sur la tirette, un coup très sec. Il y en a aussi qui ont souvent un scratch, donc on peut attacher en fait le bout de la lanière. On peut l'attacher pour l'attraper plus facilement. C'est aussi encore une fois une chose à tester à l'entraînement avant, qu'on n'est pas là derrière à aller chercher la bout de la lanière. La crampe qui vient. Voilà, c'est ça. On tire d'un coup sec et on enlève déjà le haut. Donc, c'est-à-dire les deux bras jusqu'au niveau des hanches. Après, la partie des hanches, on va les retirer que quand on arrive devant notre vélo. Et donc, cette partie-là, moi, ce que j'entends très souvent, c'est que les gens qui me disent « Ah, j'ai du mal à... » Ils pensent, en fait, à retirer la combi comme si c'est... Je retire la combi de moi-même, mais en fait, c'est l'opposé. On retire le bras de la combi. Donc, on tient la combi et on tire le bras d'un coup sec vers l'arrière, vers le haut, et en tenant, bien sûr, le poignet vers le bas. Et ça ressort beaucoup plus facilement d'essayer de faire l'opposé, où on tire avec notre bras vers le bas. Avec la main opposée. Et même chose quand on arrive au pied, c'est pour ceux qui écoutent ça uniquement en podcast, je vous conseille de venir voir le YouTube. mais c'est-à-dire, c'est la même chose qu'on tire avec le genou vers le haut, en tenant le bas avec le pied opposé, pour justement sortir la jambe du combi. Et oui, et pas l'inverse. Voilà, pas l'inverse. Donc on fait un coup sec avec les deux mains autour des hanches vers le bas, et ensuite on retire la jambe en tirant le genou vers le haut, et après on marche sur l'autre côté, et même chose avec l'autre jambe. Donc franchement, ça devrait être idéalement 5 à 6 secondes. Et ceux qui me disent qu'ils passent 2 minutes à faire ça,
C'est à pratiquer. Allez, on s'entraîne là, tout de suite. Ils peuvent aller voir sur mon Instagram, je pense que j'ai fait une démonstration. Pour vraiment voir un visuel. On parle que, pour l'instant, que d'un élément. D'un élément, c'est ça. C'est super intéressant. Ouais. Et le bonnet, toi, tu l'enlèves Donc en fait, vraiment à la fin, donc dès que j'arrive... Bon, ici, on va faire encore la distinction. Ouais. Dans tout ce qui est court distance, donc où moi j'étais spécialiste, donc c'est avec drafting. Et pour nous, ça signifie que quand on arrive dans notre zone de transition lors d'une World Series, par exemple, qu'on a notre bac individuel où on peut mettre justement le bonnet lunettes. Ouais. Et donc, en fait, je sors de l'eau, je monte les lunettes, je sors le haut de la combi. Quand j'arrive là, je enlève mes bonnets lunettes, je les mets directement dans la boîte. Okay. Je retire le bas, je mets toute la combi dans la box. Ok. D'accord. Après, bien sûr, je mets le casque, je prends mon vélo et je suis partie. Ah, c'est intéressant. Parce que tu vois, moi, de mon côté, et maintenant tu le dis, donc c'est bon, je me dis, c'est bon, j'ai le conseil, je suis bien. Mais tu vois, c'était, j'enlevais un bras, et après j'enlève le bonnet, etc. Je le prends dans une main, et comme ça, quand j'enlève la combi, je laisse tout dedans. Tout dedans. Et je sais pas si, en fait, finalement, sur une gain de temps, je pense que tu as raison, et au final, ça ne change rien de garder un bonnet sur la tête, quoi. Mais le souci j'ai déjà vu cette tactique-là aussi, d'enlever un côté et ensuite de retirer les bonnets lunettes, les garder dans la main et quand on sort l'autre côté qui sont alors du coup dans la combi. Mais le risque que ça tombe est quand même plus grand. Ouais, c'est vrai. Et en tout cas, sur tout ce qui est sprint et distance olympique, pour nous, c'est surtout au niveau des World Series, des Coupes du Monde, etc., ça ne me vaut pas une pénalité de 10-15 secondes. Ouais, c'est certainement. Sûr. Tu limites ton risque entre la performance et le risque, c'est sûr que tu vas mettre une limite, quoi. Mais souvent, dès que j'ai enlevé le haut, je continue à courir vers ma boîte et c'est pendant que je cours vers le haut, c'est là que j'enlève justement les bonnets lunettes, je les garde dans ma main. Et jusqu'au moment que je les lâche directement dans la boîte. Okay. Donc, et ça, juste,ment, les auditeurs qui vraiment découvrent ce sport, on aura un épisode sur les règles justement du triathlon après, c'est l'épisode d'après. Pourquoi tu sors pas de l'eau? Et ça me fait rire parce que des fois, j'ai déjà eu la situation, on voyait des gens le faire. Pourquoi tu n'enlèves pas totalement ta combinaison et t'attends justement, t'enlèves d'abord le haut et après t'arrives au parc de transition pour enlever l'autre partie? C'est un peu compliqué parce que souvent quand on sort de l'eau, par exemple, ça peut être sur du sable, ça peut être sur de la boue, c'est souvent en inclinaison de sortir en tout cas, et ça peut être une longue course à pied aussi. Maintenant, un autre petit tips que moi je fais, c'est parfois juste avant de sortir de l'eau, je fais un petit crochet pour laisser de l'eau glisser dans ma combi, et ça fait un genre de film, et là ça sort tout seul. Tchac, tchac. Ok, donc pendant que tu... Donc juste avant, j'arrive, les derniers mouvements de l'eau, je fais ça, avant de me soulever, et je fais rentrer l'eau, et ça glisse partout dans ma combi, et alors là, ça sort tout seul. Vous pouvez tester par exemple en piscine, vous allez voir la différence de quelqu'un qui fait ça, qui fait le petit crochet pour laisser rentrer l'eau, et quelqu'un qui sort tout simplement comme ça. Mais c'est sûr que, imaginons qu'on a un parc à vélo qui est très loin, et qu'il faut courir beaucoup, on pourrait imaginer effectivement de peut-être sortir plus longtemps, parce que c'est vrai que le plus qu'on court, le plus l'eau sort, le plus dur que c'est d'enlever sa combi. Donc ça aussi, c'est un peu la réalité à trouver. Ouais, c'est ça, il faut trouver le juste milieu. Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que là, tu donnes vraiment ton regard d'experte, on voit qu'il y a différentes étapes, mais on ressent aussi qu'il y a vraiment cet aspect optimisation, réflexion. Tu vois, le petit coup au dernier moment, bon, si c'est votre premier triathlon, on va peut-être pas y réfléchir. Mais vous pouvez essayer, ça peut être aussi marrant. Et justement, tu vois, par exemple, tu disais, donc là, je sors de l'eau, je commence à enlever toute la partie combi. Comment, donc tu as dit qu'il fallait prendre des repères visuels pour trouver notre vélo. Quelle est l'étape qui se suit? Est-ce que tu as un bac? Est-ce que tu n'as pas de bac? Comment ça se passe? Donc voilà, là, tantôt on avait parlé justement du fait sur la courte distance, voilà, il y a un bac individualisé, donc là ce sera le cas. Si on parle plutôt du non-drafting, donc c'est-à-dire tout ce qui est Ironman, etc., enfin challenge, voilà. Là, ce sera souvent un système il y a des sacs natation, sacs course à pied qui sont fournis. Et donc là, il faut venir trouver le sac avec ton numéro. Du coup, prendre le sac où il va y avoir peut-être le casque ou d'autres et faire l'inverse. Donc mettre le casque, mettre la combi dans le sac et après remettre le sac.
Donc ça c'est une autre approche, mais encore une fois, chaque course pourrait avoir des règles légèrement différentes. Ouais, c'est ça, c'est juste une prise d'information, c'est toujours marqué un petit peu dans Voilà. le book d'avant. Oui, donc il faut juste vraiment faire attention de, ok, qu'est-ce que je dois faire avec mon sac, où est-ce que je dois le mettre, et encore une fois, vraiment se dire, ok, quel est mon numéro. Imagine qu'il y a, je sais pas moi, 4 rangées de sacs, je suis dans quelle rangée, je me situe dans la première partie, la deuxième partie, celle au milieu. Moi, j'essaie de toujours trouver un repère. Est-ce que c'est le deuxième arbre? Il n'y a pas toujours ça, mais en tout cas, quelque chose de visuel qui nous aide vraiment à situer, parce que ça, je pense que c'est un grand classique aussi. Il ne faut pas sous-estimer aussi le fait qu'on peut vite être désorienté en sortant de la natation. Ouais, franchement, c'est vrai que c'est dur, même sur des aires de transition où justement, tu n'as pas de sac, où tu n'as pas non plus les cases. Tu sais, tu as tous les vélos qui sont à côté. Nous, ce qu'on disait souvent, c'est de mettre une serviette vraiment très colorée où tu as tes affaires, etc. Mais c'est vrai que ça se fait de moins en moins, ou alors c'est plus sur du courte distance, sur d'autres courses que du label, etc. Mais justement, donc là, on vient d'enlever la combi. Potentiellement, on a pris le casque à vélo s'il est dans le sac. S'il n'est pas dans le sac, tu le positionnes où, ce casque vélo, sur l'aire de transition? Donc pour les courtes distances, dans tout ce qui est avec drafting, World Series, etc., presque tout le monde met son casque sur le vélo même. Et donc ça ne peut pas être attaché. Donc ça doit être ouvert. Maintenant, moi, je conseille vivement aussi un casque avec un clip magnétique, qui est quand même beaucoup plus rapide, surtout si on a les mains froides. Imagine qu'on sort de l'eau froide, etc. On peut bien galérer, et ça c'est frustrant. Mais donc le casque qui est ouvert, en fait, a simplement enfilé. Si on parle du longue distance, ben voilà, ce sera dans le sac. On sort du sac, on le met direct. Ensuite, s'il y a un porte-dossard qui est... Ça aussi, encore une fois, les règles vont dépendre. Il y a certains qui vont demander un porte-dossard. Dans tout ce qui est World Series, Coupe du Monde et tout ça, on a simplement les tatouages, on n'a jamais de porte-dossard. Ouais. Donc ça, c'est un autre optique. Donc pour nous, c'est enlever la combi, mettre les bonnets lunettes dans le bac, tout dans le bac, on enfile le casque et c'est parti. Et donc le casque, est-ce que tu as tes lunettes qui sont directement dessus ou pas, toi? Donc beaucoup des casques ont quand même moyen d'accrocher les lunettes directement dessus. Donc je mets simplement le casque et après quand je roule, quand j'ai un moment, j'enlève les lunettes et je les enfile. Ok, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant parce que de base, c'est ce que je voyais pratiquement tout le temps, les lunettes sur le casque. Et l'autre jour, on était justement en couverture avec le podcast sur les championnats du monde à Malaga. Et beaucoup d'athlètes venaient mettre juste un simple élastique autour de leurs lunettes et le mettaient sur le cintre limite avec leur nutrition. Et en fait, ils arrachaient l'élastique après. Est-ce que ça, tu as été amené à le faire ou pas? Moi, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai toujours eu un casque où je n'avais pas eu de soucis, où c'était bien mis. Mais c'est aussi une autre tactique que j'ai déjà vue, soit avec un élastique, soit avec un bout de tape, tout simplement, qui est là sur le cadre. Et donc, ça, c'est un peu une question de préférence, je dirais. Okay. Donc là, on est pratiquement prêt à partir. Maintenant, la question, c'est que les auditeurs se posent. Ils se disent, mais est-ce que j'y vais pieds nus ou est-ce que je mets des chaussures? Comment ça se passe sur cette partie-là? J'imagine, bon, toi, tu vas nous expliquer comment tu fais. Mais la base, est-ce que je suis obligé est-ce que je peux mettre mes chaussures directement dans le parc de transition, courir avec et puis aller jusqu'à justement la montée de ligne? Comment ça se passe? Donc... en tout cas, pour tout ce qui est court distance, presque tout le monde met les chaussures vélo déjà attachées, clipsées sur le vélo. Ils sont mis à un niveau plus ou moins parallèle et ils sont attachés avec souvent dans les chaussures spécifiques triathlon. Il y a une petite boucle à l'arrière de la chaussure qui permet justement d'attacher un élastique de cette boucle sur la chaussure vers le cadre vélo. Donc souvent, ça s'attache soit sur une partie du cadre même, mais fais attention bien sûr de pas quelque chose qui tourne pour avoir un élastique qui s'accroche. Mais sinon, par exemple, sur le porte-bidon, c'est un endroit où ça pourrait s'accrocher. Et moi, ce que je fais aussi, c'est je coupe l'élastique, je refais un nœud pour adapter la distance de l'élastique que je veux, pour qu'il y ait la tension que je veux, pour que les chaussures restent bien plates et qu'ils ne bougent pas un peu dans tous les sens dès que je prends le vélo et que je cours avec. Ouais, donc plutôt que garder un élastique vraiment qui est complet et qui fait le tour, toi tu le coupes et après tu l'adaptes vraiment sur la tension. Voilà, c'est ça, okay. C'est ça. Et donc les chaussures, après j'ai des scratchs, moi je les laisse le plus ouvert possible. Je mets un peu de poudre de talc aussi dedans pour que je puisse glisser mes chaussures dedans facilement. Et donc, je cours avec la main sur la selle du vélo pour que ça reste droit et que je puisse avoir une bonne visibilité à la place d'avoir les deux mains sur le guidon en courant, en sortant de la zone de transition.
j'arrive sur la ligne, je la dépasse. Et après, je monte sur mon vélo. Parfois, je continue à courir un peu s'il y a beaucoup de monde. Ok. Ça aussi, ça évite parfois d'avoir des accidents inattendus. Donc, en fait, quand je suis à ma place de transition, niveau conscience, je suis très concentrée sur moi-même. Ok. Dès que j'ai mon casque, dès que j'ai tout pour partir, ma conscience, elle s'ouvre très, très large. Donc, j'essaie de vraiment regarder un peu dans qu'est-ce qu'il y a autour de moi, qui sort en même temps que moi, pour faire attention, bien sûr, parce que c'est un peu Mario Kart, hein, parfois. Ouais, c'est ça. Et puis vous avez à ton niveau une partie stratégique de savoir qui est sorti dans le pack, qui va rouler. Mais c'est vrai que même au niveau vraiment débutant, amateur, il peut y avoir beaucoup de trafic. Très vigilant parce que des fois, il y en a, ils vont monter sur leur vélo, ils vont faire un énorme écart et on voit parfois malheureusement des chutes. Mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'on a tendance à dire aussi, de se dire, bah voilà, si tu débutes et que tu as un petit peu peur de ce gros rush, bah, cours encore avec ton vélo. Là, en plus, toi, tu parlais de vraiment courir avec les chaussures directement. Des gens courent, on a le droit de mettre ses chaussures et puis courir et après les clipser. Donc, c'est vrai qu'il faut sortir un petit peu de cet embouteillage. Ouais. Et une notion que je voulais voir avec toi, et je pense que tu vas nous dire non, ça varie, mais est-ce que en amont, là on arrive encore sur quelque chose qui se prépare en amont. Comment tu choisis ton groupe, tes vitesses, etc. que tu vas choisir pour partir sur la partie vélo? Est-ce que tu fais une reconnaissance et tu testes? Comment ça se passe? Est-ce que tu as toujours la même chose? Ça, c'est vraiment un bon point aussi parce qu'effectivement, imaginons qu'il y a une petite côte juste après, il faut vraiment s'assurer qu'on est dans une vitesse qui est assez facile pour imaginer que si on a les chaussures qui sont clipsées bien sur le vélo, que dès qu'on passe la ligne et qu'on veut sauter dessus pour poser les deux pieds, il y a deux options. Soit directement dedans, c'est ce que je préfère, ou dessus et plus tard on commence à pédaler et après on les enfile au fur et à mesure. Ça, c'est une autre option. Pas à faire pour la première fois le jour de la course aussi. C'est un truc qui s'entraîne, on est bien d'accord, mais en tout cas, cette partie-là, il faut vraiment choisir une vitesse appropriée par rapport au dénivelé qu'on va avoir. Donc, il faut faire une reconnaissance souvent la veille ou dans les jours avant pour en tout cas voir, OK, qu'est-ce qui est approprié. Et je suggère aussi de toujours faire quelque chose d'un peu plus facile que de se dire, je pourrais faire un peu plus dur. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis et surtout, éviter de rester toute la course les pieds sur les chaussures. Oui. Ça me fait drôlement rire parce qu'il y a quelqu'un de notre club à l'époque, il avait fait tout le triathlon sur ses chaussures parce qu'il pensait qu'il fallait en triathlon rester dessus. Oh. Et du coup, c'est vraiment intéressant de se dire, c'est vrai qu'on le voit quand même en pro. Des fois, et tu nous expliqueras à la fin vraiment vos stratégies, mais d'un point de vue stratégique, etc., faut pas lâcher le pack de devant et du coup des fois il y en a ils peuvent pas mettre encore les chaussures, donc on va voir, il y a pas mal de stratégies. On va faire plus un focus maintenant sur du coup la transition 2, ton vélo il est fait, tout est en place, normalement tout s'est bien passé. Donc là on a essayé de comprendre tout ça. La transition 2, comment tu l'abordes déjà? Est-ce que tu la prévois en amont, quelques kilomètres avant? Est-ce que déjà musculairement il y a des choses que tu mets en place ou pas du tout? Comment ça se passe cette transition? Ouais, donc la transition 2, on arrive au fin du vélo. Maintenant, comme pour monter sur le vélo, il y en a ceux qui vont mettre les chaussures directement dessus, il y en a d'autres qui vont mettre les chaussures avant et après sauter sur leur vélo et après s'accrocher. Il y a un peu les mêmes deux options pour descendre. Donc, soit, on va dire le moins vite, mais le plus peut-être safe, c'est simplement déjà reconnaître où est cette ligne pour être sûr qu'on descend au bon moment, on déclipse avant. Et après, on court jusqu'à notre place. Encore une fois, bien se souvenir de où on est localisé dans le parc à vélo. On met le vélo, on enlève les chaussures, on enlève le casque, on met tout dans soit le sac ou dans le bac en fonction de ce qu'on a. Et ensuite, on enfile les chaussures de course à pied et en fonction de la distance, peut-être qu'on va mettre des chaussettes, etc. L'autre option, qui est un peu plus rapide, c'est que déjà avant, on commence à réfléchir la même façon qu'on les a mis. On déchausse. Ça, souvent, je fais ça dans un mouvement, je déchausse. Après, je continue à pédaler pour être sûr de ne pas perdre trop de vitesse, en fait. Donc, c'est pour ça que je fais ça en plusieurs mouvements. Donc, j'arrête de pédaler, je déchausse un côté, je pédale encore. Je déchausse l'autre côté, je pédale encore. Je sors une chaussure, donc je tiens la partie arrière de la chaussure, j'enlève le pied, je le dépose par-dessus.
je pédale, je fais l'autre côté. J'ai des choses, je mets le pied par-dessus. Donc maintenant, les 4 deux... temps déjà. Là, hein. Ouais, c'est déjà... Parfois, je peux le faire en 2 temps, mais ça va voilà. assez vite, Oui, mais en tout cas, il faut juste un peu réfléchir. Et moi, j'ai réfléchi toujours lors du parcours. Où est-ce que je pourrais faire ça avant ? Parce que, bien sûr, surtout dans les courses avec drafting, tout le monde a le même... essaie de bien se placer pour être devant, en tout cas pour descendre en premier, pour gagner ce temps gratuit. Dans les non-drafting, bien sûr, ce sera beaucoup plus cool. Tu fais ça voilà, sur ton temps et voilà. Mais en tout cas, donc, voilà, dès que les deux pieds sont sur les chaussures, après, je retire. Pour moi, je suis droitière, donc mon pied gauche reste sur la pédale. Mon pied droit, je le passe derrière la selle de la vélo et je passe ma jambe, on va dire, entre le cadre et ma jambe qui est toujours sur la pédale. Pourquoi je ne la croise pas derrière, en fait ? Parce que ça, on voit aussi souvent. Mais c'est beaucoup plus facile de faire une erreur, de tomber, etc., de perdre l'équilibre quand il y a une jambe qui est croisée derrière l'autre. Tandis que si on le passe entre le cadre et la jambe qui est toujours stable sur le vélo, notre équilibre est beaucoup plus stable. Ouais, tu es déjà en position course à pied, en fait. On est déjà en position course à pied. Et donc, comme ça, en fait, ça veut dire que quand on arrive juste avant la ligne, là, on commence à courir. On tient encore une fois le vélo par la selle, c'est un peu plus facile, jusqu'à notre place. Et même chose, on enlève le casque, on enfile les chaussures de course à pied, on met le port-dossard si nécessaire et c'est parti. Ah, c'est vrai que, comme tu le dis, il y a déjà différentes étapes de, on va dire, professionnalisation. Même à son niveau amateur, on peut vraiment pousser, on va dire, le bouchon. Mais il y a vraiment une grosse partie, ce que je ressens dans tout ce que tu dis, préparation, réflexion, analyse. Et rien que là, même sur, tu vois, toi, tu nous dis, vous arrivez, vous posez votre vélo. Mais même là, il y a des parcs à vélo qui sont totalement différents. Moi, je suis quand même assez grand. Il y a des parcs à vélo, finalement, à T1, mon vélo, il se mettait bien. Et à T2, j'avais pas regardé. Finalement, en fait, très compliqué de le poser. On se rend compte qu'il y a quand même une grosse partie analyse. Et on n'est pas sur un sport où c'est toujours les mêmes codes, quoi. Donc, toi, tu prépares en amont tout le temps, tu essayes de te questionner toujours. Est-ce que tu as une liste de questions ou est-ce que c'est naturel chez toi ? Comment ça se passe ? Je pense que déjà, pour moi, il y a une répétition dans ma tête de l'ordre que je vais faire les choses. Parce que et souvent, je le fais soit du bas en haut ou du haut en bas. Okay. Donc, je me dis, OK, casque, dossard, chaussures ou chaussettes, chaussures, par exemple, pour la transition 2. Je préfère faire comme ça pour 2 raisons. Parce que aussi, si on se baisse et on se rabaisse et on se relève, on se rabaisse, on se relève, on est déjà en plein effort, c'est pas évident. Et donc, déjà d'avoir cet ordre chronologique dans ma tête de qu'est-ce que je fais, que ça doit être vraiment ancré dans ma tête et très clair. Après, les spécificités, oui, effectivement, j'ai une liste qui est devenue vraiment un peu des questions, on va dire, d'office. Je vais aller voir où sont les lignes pour monter sur le vélo ou descendre du vélo. Est-ce qu'il y a, dans quelle vitesse est-ce que je devrais être pour commencer le vélo ? Où est-ce que je me situe dans le parc à vélo ? Souvent même, de la ligne, par exemple, en sortant de l'eau, je fais carrément, avant la course, je cours jusqu'à mon vélo pour que ce soit vraiment clair dans ma tête. OK, je dois courir 20 pas, on va dire, pour arriver là. Donc comme ça, que vraiment des choses comme ça qui sont spécifiques à chaque course et que je comprends bien... Est-ce que mon sac est déjà là ? Est-ce que mon bac est déjà là ? Est-ce que... mais en fait, peu importe le niveau, peu importe le nombre de courses que tu as pratiquées, en fait, ce que tu nous dis et ce que tu partages aux auditeurs, c'est que tu as toujours la même rigueur comme si c'était ton premier triathlon finalement. Oui. Il y a vraiment tout un aspect préparation, analyse, etc. Et justement, une question que je me posais, on le voit de plus en plus à T2, les athlètes, toujours les lunettes de soleil, tu vois. Mm-hmm. Comment tu agis, toi ? Parce que maintenant, on en voit, ils arrivent, ils mettent leurs lunettes de soleil là, entre les dents, ils descendent et après, bam, ça part, ils les mettent en course à pied. Toi, est-ce que tu as 2 paires de lunettes ? Comment tu gères cette partie-là ? Moi, ceux que j'ai sur moi sur le vélo, je cours avec. Ok, donc tu les places sous la lanière pour ça aussi, il faut bien réfléchir à le placer sous la lanière. Okay. C'est quelque chose aussi où parfois, je peux faire une erreur où j'ai pas fait attention et d'un coup, j'essaie d'enlever le casque, il est peut-être accroché d'un côté. Et là, bien sûr, forcément, ça m'a déjà arrivé, effectivement. Donc, c'est des choses qu'il faut faire attention. Et il y a plein de petits détails comme ça. Il faut vraiment faire attention. Après, une autre chose qui m'a aidée, par exemple, pour les longues distances, là où je prends
Donc, je mets mes chaussures. Donc, pour tout ce qui est longue distance, je mets des chaussettes qui sont déjà dans mes chaussures. Il y a du talc aussi dans mes chaussures, si par exemple je ne mets pas de chaussettes. Il y en a aussi qui mettent de la vaseline. Mais après, parfois, si c'est très chaud, je vais porter des bands Homius et aussi pour les longues distances, des gels. Et là, je les attache tous ensemble avec un élastique pour que quand je les prends, quand je sors de la transition, je prends un truc en main, tout est attaché et je suis partie. C'est beaucoup plus facile que d'essayer de prendre 4-5 gels dans la main et les enfoncer. Il y en a aussi qui nagent avec les gels déjà dans les pochettes aussi des trifonctions. Ça, c'est une autre option. Après, il faut bien sûr rouler avec. Voilà, ça c'est. Chacun ses petites habitudes. Il y en a, ils mettent tout dans une casquette avec leurs lunettes, justement. Voilà. Ils partent avec la casquette à la main. C'est sûr que. Mais de regrouper le plus possible pour partir en T2, tous en dehors des chaussures de course à pied qu'on aimerait prendre avec nous lors de la partie course à pied, le regrouper, l'attacher, qu'il y a le moins possible de choses qui tombent à gauche, à droite. C'est sûr que ça c'est vraiment important et encore plus au niveau comme tu disais olympique où c'est stratégique. Et justement avant qu'on passe à cette partie olympique et les particularités, sur la partie chaussettes, tu vois, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai que du coup vous évitez d'en mettre pour vraiment gagner du temps. Là tout de suite, toi naturellement tu nous parles des chaussettes mais que à T2. Pourquoi en fait je ne mettrais pas mes chaussettes à T1? Quelles sont les particularités, quels sont les avantages et inconvénients justement de ces deux parties-là? Donc, en tout cas, pour tout ce qui est distance olympique ou sprint, super sprint, vu l'importance, je ne les mets pas parce que personne d'autre les met. Donc, c'est du temps perdu qui pourrait me faire perdre un groupe vu que c'était avec drafting. Et en fait, 5 secondes ou 10 secondes peut faire qu'on a peut-être raté un groupe à vélo, un peloton à vélo. Maintenant, pour le plus longue distance, je pense que des chaussettes déjà niveau confort, peut-être que ça vaut la peine pour un demi-marathon ou un marathon. Mais ceci dit, ça dépend un peu du profil de l'athlète. Quelqu'un qui est très fort en natation et qui pourrait éventuellement se permettre, qui va se dire, voilà, je vais sortir en tête de l'eau, peut-être que justement de prendre les 10 secondes en plus pour mettre ses chaussettes en T1 vaut la peine. Je peux penser particulièrement à notre ami belge Martin Van Riel, qui l'a fait en T100, qui a décidé de mettre des chaussettes en T1. Et du coup, en T2, il était parti, il avait directement un petit avantage sur le groupe. Donc ça, parfois, c'était en fonction de, moi je dirais plus, le profil de l'athlète pour décider si on va mettre des chaussettes en T1 ou en T2. Ça. Puis du drafting ou pas, parce que du coup, faut pas laisser partir le pack, autrement ça va être trop dur de rentrer tout seul. C'est sûr, et puis on a quand même les pieds un peu plus mouillés quand même en sortant de la natation, même si ça reste un peu humide à T2, mais en tout cas c'est intéressant, on voit que tu es une vraie experte et ça nous fait plaisir de te recevoir sur le podcast sur cette partie-là. Et justement, est-ce que tu n'aurais pas des petites anecdotes, des petites erreurs que tu aurais pu faire et que là on se dit, ah ouais, il y a quand même un impact et ok, je vais les réviser, je vais m'y mettre, je vais m'entraîner. Parce que c'est vrai qu'on se dit, ouais, je vais pas m'entraîner tout seul chez moi, essayer de faire mes transitions, mais comme quoi, est-ce que toi tu as vécu un moment des petits moments comme ça où tu peux perdre une course, tu perds le fil, comment tu fais? Ici récemment, d'ailleurs cette année, j'ai fait ma première course non-drafting en Thaïlande. Et c'est une distance un peu entre, on va dire, une distance olympique et une distance 70.3, donc un demi. Et j'avais pas l'habitude, c'était sans combi, mais c'était la première fois que j'avais mis un swim skin. On n'en a même pas parlé. Mais voilà, le swim skin, c'était quelque chose qui était interdit dans tout ce qui est court distance avec drafting. Et je me suis dit, Claire, il ne faut pas oublier. Et aussi, on ne met jamais les porte-dossards sur le court distance. Donc voilà, ces deux particularités, j'avais vraiment ça en tête. Claire, n'oublie pas le dossard, n'oublie pas le dossard. Du coup, je sors de l'eau, je baisse jusqu'au niveau des hanches pour mon swim skin. J'arrive à mon vélo et vu que j'avais vraiment tellement en tête le dossard, je mets mon dossard, mais sans descendre ma swim skin. Et donc après, je mets mon casque, je prends le vélo, je suis partie. Et là, je dois faire demi-tour, bien sûr, pour enlever mon swim skin, le remettre. Parce que je n'avais pas envie de faire toute la partie natation. Non, c'est sûr que ça peut arriver, surtout qu'on n'a pas l'habitude. Ce sont des petites choses. Je sais aussi que j'ai déjà oublié d'enlever ma petite sacoche à l'arrière de mon vélo lors d'un championnat d'Europe. Ça fait un peu bête. Mais non, ça, c'est pas vraiment transition, mais... Dès que j'ai pris mon vélo en sortant de transition, je me suis dit, oh,
Claire. Au moins, c'était une crevaison. Voilà, si j'avais une crevaison, j'avais de quoi. La prévention. J'ai quand même fait un podium, donc c'est pas trop grave. Mais... Ouais, c'est vrai que maintenant, même sur les nouveaux formats, les formats qui sont super tri, etc., on voit énormément de transitions. On voit des athlètes qui oublient d'enlever leur casque. On voit beaucoup de petites choses comme ça. Et la transition fait partie de ce sport. Et comme tu le disais en intro, plus c'est des formats qui sont courts, plus c'est important. Et plus ça s'allonge, moins ça l'est, même si ça commence à le devenir pour les dynamiques de course, etc. Mais en tout cas, cet échange était très passionnant. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour rassurer l'auditeur. On peut y aller step by step. Et en fait, on sent par contre que, voilà, je pense que un petit peu la conclusion que moi j'en tire, c'est beaucoup d'informations à aller chercher en amont. Et quand même, un entraînement qui est facile. Là, tu as donné toutes les clés, donc il suffit de reprendre des notes et essayer de l'appliquer pour gagner quelques minutes plutôt que d'aller nager dans un bassin de 50 mètres à enchaîner des entraînements. Mais je pense qu'en tout cas, moi, je m'entraînais avant dans un groupe international de triathlon et c'est quelque chose qu'on faisait quand même régulièrement, s'entraîner à justement un peu cette dynamique de T1 où le coach nous mettait nous 15. On avait les vélos avec les chaussures accrochées, le casque sur le vélo, etc. Et il nous appelait Claire, Jeanne, tu vois, et donc un par un, on devait sortir comme si on sortait de l'eau, courir vers le vélo, faire la transition, faire un circuit très court, et après effectuer une T2. Et c'est pas qu'on faisait forcément un entraînement long, mais c'est un entraînement technique, technique qui vaut la peine. Et en fait, c'est très ludique, parce que pour finir, on joue à ce jeu de transition qui est quand même très chouette. Et voilà, à chaque fois qu'on a des nouveaux chaussures course à pied, je sais qu'avec entre nous, parfois, même à l'hôtel, on met ça dans le hall, on met les 4 paires de chaussures, on court jusqu'aux chaussures, on les enfile et on part. Et c'est le premier à le faire. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est sûr que c'est des petits défis qu'on peut se mettre au quotidien avec ces transitions. Et quand on est un peu perfectionniste, il y a vraiment pas mal de choses à aller chercher. Donc, un beau partage. On invite les auditeurs à découvrir aussi ton compte Instagram, etc. Justement pour découvrir tout ça, pour essayer de comprendre tout ce qui se cache derrière. Merci beaucoup Claire, je te souhaite vraiment le meilleur par la suite et encore merci pour ce bel échange. Merci beaucoup. Allez, à très vite. Bonne journée. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ton soutien nous permet vraiment de continuer à développer ce podcast et de te donner du contenu en accord avec tes attentes. Alors abonne-toi directement sur la chaîne YouTube et laisse-nous un commentaire directement sur cette vidéo. N'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao!